Salut tout le monde, c'est Laura de Vox.org et ce matin nous sommes avec Benoît Hamon. Bonjour. Bonjour. Nous allons lui poser les questions que nous avons récoltées via le HelloBot, c'est le bot par Messenger, Facebook Messenger. Vous pouvez aussi poser vos questions et bien sûr on est à 2 jours de la primaire de la gauche dont vous êtes candidat. Alors première question pour se mettre un peu dans le bain, est-ce que vous pouvez vous présenter aux personnes qui nous regardent ? Bien sûr, je m'appelle Benoît Hamon, j'ai 33 ans. Non, je blague. J'ai 49 ans et je suis candidat à l'élection présidentielle, pas en passant par les primaires, c'est-à-dire les primaires de la gauche qui vont sélectionner donc, le candidat socialiste, pas que, mais en particulier. Mon histoire, elle est celle d'un engagement assez précoce, puisque je me suis engagé dès la fac. À l'époque, on avait un gros mouvement étudiant. C'était à l'époque où on mettait encore les universités en croix, c'est-à-dire qu'on était capable de mettre des centaines de milliers d'étudiants dans la rue. Je dis on était capable parce que je pense qu'aujourd'hui les formes d'engagement sont différentes, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas aussi intenses qu'à l'époque, mais bon, à l'époque on a eu un projet, qui était le projet de loi Devaquet, qui prévoyait d'instaurer une forme de sélection à l'université par l'argent. En tout cas, nous on l'avait ressenti comme ça, et ça a été le premier moment où je me suis engagé, et après, il y a comme une forme de virus qui ne m'a jamais quitté et qui fait que j'ai alterné à la fois un engagement politique important qui m'a amené dans des cabinets ministériels à devenir ministre à la fin, et en même temps des métiers qui étaient des métiers dans le privé, parce que moi je ne suis pas fonctionnaire et que je n'ai pas vécu de mes mandats pendant une grande partie de ma vie. Voilà. Donc et je suis arrivé jusqu'à maintenant pour être candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que vous pouvez nous raconter 3 histoires, 3 anecdotes sur vous que les citoyens ne connaissent pas? 3 anecdotes sur moi. La première, c'est, je l'ai déjà racontée, mais elle est, elle est importante en fait, je crois, dans l'identité qui est la mienne. J'ai toujours pensé que l'identité c'était une narration, c'est que c'était qu'on ne nie pas avec une identité qui va rester figée. Comme cela, au motif que vos parents sont X et Y et qu'il y aura un ADN identitaire, culturel qui vous serait transmis. Donc c'est une narration, et dans l'histoire de ma vie, j'ai eu des moments qui ont été des moments importants, notamment le fait d'avoir grandi en Afrique, au Sénégal. Et je me souviens quand je suis rentré adolescent du Sénégal, où j'avais grandi, je suis rentré pour intégrer une quatrième au collège en Bretagne. Le choc a été, c'est pas qu'un choc thermique, le choc a été pour moi assez fort, parce que j'étais dans des écoles très mixtes, puisque mes parents m'avaient scolarisé à l'école sénégalaise. C'était une école privée catho, mais sénégalaise, avec des programmes sénégalais. Et donc on était, alors là, c'était mélangé dans tous les sens, quoi. Et j'arrive en France et en Bretagne, et je vois une population qui était la mienne, qui est mon pays, hein, mais uniformément blanche. Et ça m'avait fait un choc. Je trouvais ça bizarre que tout ait la même couleur, quoi. Et le sentiment qu'à la fois les paysages, les gens, tout le monde avait une couleur identique. Ça a été pour moi un choc, vraiment un choc. J'ai eu du mal J'ai fait mon premier blues à l'époque. 2 autres anecdotes. Qu'est-ce que je peux vous raconter? C'est compliqué, j'aurais dû préparer ça avant. Qu'est-ce qui est intéressant? Si, je peux vous dire comment j'ai un peu bisuté Anne Hidalgo quand elle est arrivée au cabinet de Martine Aubry. Quand on était au cabinet de Martine Aubry, Anne Hidalgo nous a rejoints. Elle était conseillère à cette époque-là à la formation professionnelle. Et on lui avait fait croire que comme Martine Aubry refusait toute sécurité, c'était au conseiller d'assurer sa sécurité avec une arme qui nous était dédiée, et qu'il fallait faire de l'entraînement au sous-sol du ministère pour aller apprendre à tirer. Et on lui a fait raconter ça. Ça nous avait fait marrer pendant 2 secondes, parce que je pense qu'elle y a vraiment cru. C'était avec son actuel mari, d'ailleurs, qui était conseiller au cabinet de Martine Aubry, Jean-Marc Germain, qu'on lui avait fait croire ça. Ça nous avait fait bien marrer. Elle a marché pendant, je crois, une bonne journée en se demandant qu'est-ce que c'était que ce plan où elle était censée bosser à la formation professionnelle et qu'elle allait faire du tir au sous-sol. Et puis la troisième, je sais pas, je vais essayer de remonter dans le temps. J'essaie de pas vous dire des trucs trop compromettants en même temps, vous avez bien compris. Troisième anecdote. Oh, c'est dur. Écoutez, si je trouve tout à l'heure, je vous la donnerai, d'accord?
hein. Je réfléchis à des choses que je viens d'éliminer parce que c'était pas, on peut pas le lire en live. Ok, bon, merci déjà pour cette présentation, comme ça on cerne un petit peu plus le candidat. Bon, rien du tout, mais bon. Quand même, on connaît votre parcours, on Voilà. connaît votre histoire, donc voilà, ça permet d'entrer dans ce live vraiment. Alors on passe aux questions que commencent à vous poser les personnes en direct. Il y a déjà Delphine qui vous demande: comment comptez-vous lutter contre les discriminations à l'encontre des LGBTQ? Écoutez, moi je pense que sur la question des discriminations, on peut parier que la société se transforme, qu'elle soit plus bienveillante, et par l'éducation on le fera. On luttera contre les stéréotypes de genre plus efficacement à l'école depuis qu'on a permis, quand j'étais ministre d'ailleurs, de faire en sorte que dans les écoles de formation des maîtres, il y ait désormais un module égalité femmes-hommes, par exemple, obligatoire, qu'on met maintenant à disposition de tous les enseignants des ressources pédagogiques pour faire face à ces questions-là quand elles se posent dans une classe, quand un garçon, parce que c'est souvent un problème avec les garçons, manifeste clairement une vision de la femme qui correspond absolument pas à l'égalité effective qui doit être assurée. Donc il faut pouvoir aider les profs dans ces cas-là. Mais au-delà de cette question éducative, il me semble qu'aujourd'hui, les victimes de discrimination sont toujours envoyées à la solitude de leur situation au moment de décider si elles portent plainte ou pas, si elles vont dans un commissariat dire ce qui s'est passé, souvent en étant plus ou moins bien reçues selon que celui ou celle qu'ils ont en face d'eux considère que c'est une plainte recevable ou pas, etc. etc. Et c'est pour ça que je veux créer une nouvelle administration qui se rappellera la police des discriminations. Je m'explique. Aujourd'hui, on a par exemple les inspecteurs du travail. Ils vont contrôler dans les entreprises si le droit du travail, vos droits sont parfaitement respectés. Ils peuvent dresser des procès-verbaux si ça n'est pas le cas. On a, pareil, des contrôleurs qui viennent vérifier si vous avez payé vos impôts. On a des contrôleurs de la répression des fraudes qui vont dans des magasins, des commerces, toutes sortes d'entreprises, vérifier si vos droits de consommateurs sont bien respectés, si l'information qu'on vous donne est bien la bonne, etc. Et là aussi, ils font des procès-verbaux. Ben, je veux créer un nouveau corps de contrôle de l'administration qui s'attache à vérifier que, par exemple, dans certains cafés, il n'y a pas de discrimination au sexe, qu'on n'empêche pas les femmes d'y aller, ou en tout cas qu'on ne les pousse pas dehors quand elles y viennent, qu'il n'y a pas de discrimination homophobe, antisémite, islamophobe dans l'accès à l'emploi, dans l'accès à un logement, et que cette police, elle sera constituée de quoi? De fonctionnaires qui testeront, en quelque sorte, qui feront semblant d'être des clients, et testeront les conditions dans lesquelles, oui ou non, des entreprises, des commerces pratiquent des discriminations. En clair, je veux qu'on puisse savoir dans ce pays que cette question est suffisamment sérieuse pour qu'on lui dédie un corps de contrôle qui, plutôt que d'attendre que les discriminations aient lieu, va s'attacher à modifier les comportements. Je prends un exemple. On avait beaucoup parlé du café de Sevran. S'il a été constaté que dans ce café ou d'autres, les femmes étaient clairement interdites d'entrer dans le café, au motif qu'elles sont femmes, on dresserait un procès-verbal. Si ce procès-verbal ne suffisait pas, on fermerait administrativement le café, au motif qu'il y a une discrimination en infraction avec la loi, comme on ferme aujourd'hui administrativement des commerces quand ils ne respectent pas leurs obligations vis-à-vis des consommateurs, soit en termes sanitaires, soit en termes de transparence de l'information. Voilà quelque chose que moi je veux mettre en place comme un moyen aujourd'hui d'être beaucoup plus efficace en matière de lutte contre les discriminations, à l'égard de toutes celles et ceux qui aujourd'hui sont l'objet d'une forme d'intolérance ou de harcèlement, quelle que soit la forme qu'ils prennent. On a une autre question de David qui demande assez largement: comment comptez-vous soutenir la jeunesse? Écoutez, il y a une très jolie phrase de Tocqueville qui dit: dans toute génération nouvelle, il y a un peuple nouveau. La question de la jeunesse, dans le cas des nouvelles générations, c'est qu'elle doit décider quel peuple elle veut être. C'est-à-dire de quelle manière elle participe à la fabrication de la société dans laquelle cette génération va vivre. Moi, je m'en préoccupe parce que je pense beaucoup à mes filles. Et je me dis, par exemple, que quand je vois l'air qu'on respire, par exemple, à Paris, je m'inquiète de savoir ce que sera le monde dans 20 ans, si l'air qu'elle respire est de plus en plus pollué, si le réchauffement climatique conduit à ce qu'il y ait des migrations telles qu'elles désorganisent toutes nos sociétés, que les perturbateurs endocriniens continuent à polluer l'alimentation, l'eau, le cas échéant les vêtements qu'on porte, etc., etc. Donc ces questions-là sont des questions importantes et il revient non pas à la jeunesse, mais à chaque citoyen jeune de se dire quel rôle il veut jouer lui. Maintenant, moi, il me semble qu'il y a quelque chose qui relève du point aveugle dans la réflexion des politiques à l'égard
de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. On pense leur insertion professionnelle telle qu'on l'a vécue nous. Sauf que moi, je vous parlais tout à l'heure de ma fac. Quand j'ai manifesté, on avait beau manifester, se mettre pendant 6 mois en grève, on savait qu'il y avait du boulot derrière. Alors, la réalité aujourd'hui des 18-25 ans en France, c'est qu'il y a à peu près 12%, 14% de personnes pauvres en France. Les jeunes, c'est 25%. Donc on a quasiment 2 fois plus de pauvres dans la jeunesse qu'il y en a dans la population. Quand on regarde le délai qu'il y a entre le moment où on se met sur le marché du travail et le moment où on a un emploi stable, et qu'on fait une moyenne seulement, quel que soit le niveau de qualification et de diplôme, c'est 5 ans. Donc ça veut dire qu'il y a une précarisation aujourd'hui de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. C'est de plus en plus précaire. De surcroît, là encore, je vois beaucoup de responsables politiques répondre à la question de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes comme si celle-ci se faisait de manière linéaire. Aujourd'hui, s'enchaînent des contrats courts quand on est salarié, parfois du travail non salarié, l'auto-entrepreneuriat, des moments où on essaie de monter sa boîte, etc., et où on est souvent en insécurité sociale. Pourquoi ? Parce que c'est là encore une particularité de la France. Entre 18 et 25 ans, si vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas cotisé au chômage, donc vous n'avez pas d'indemnité. Et en plus, vous n'êtes pas éligible aux minima sociaux. Donc vous n'avez même pas un filet de sécurité pour vous accompagner au cas où vous décidiez, mon orientation, c'est pas celle-là que je veux changer, je veux me former. J'ai malgré tout besoin de me loger. Je vais décider d'être auto-entrepreneur, ça va me rapporter quoi, allez, 400 €, mais j'ai besoin d'un complément. C'est là. Donc on reste précaire. Et donc il me semble aujourd'hui qu'il faut penser cette période telle qu'elle est et pas telle que nous, on a vécu l'insertion sociale et professionnelle. La réponse que je formule, c'est le revenu universel d'existence dès 2018 pour l'ensemble des 18-25 ans. C'est-à-dire 600 € qui, indépendamment de vos ressources, que vous soyez avec un salaire important ou vous n'en ayez pas, apportent à tous les 18-25 ans, à partir du premier jour de leurs 18 ans jusqu'à 25 ans révolus, les moyens d'avoir un filet de sécurité, une protection sociale qui accompagne, facilite leur insertion sociale et professionnelle. Je pense qu'il faut rompre avec cette idée qui est quand même bien française, selon laquelle ils font baver pour l'insertion sociale et professionnelle. C'est-à-dire qu'en gros, on est le pays qui est le plus rude avec sa jeunesse. Et moi, je pense qu'il faut tourner le dos à cette politique. Donc voilà très concrètement une proposition que je mets sur la table. Est-ce que ce revenu d'existence, il serait complémentaire avec les aides ou ça sera un Oui, revenu il sera en plus de tout ce qui existe. On réfléchira sur ce qui relève des aides au logement dès lors qu'elles sont importantes. C'est quand même 17 milliards d'euros par an si le revenu universel ne couvre pas une partie des aides au logement. Mais pour faire très simple, il viendra. Le but, c'est de donner de l'autonomie. Donc, c'est pas de dire, écoutez, vous aviez des aides qui vous amenaient un revenu. Le revenu universel, il simplifie, mais vous ne gagnez rien en pouvoir d'achat, parce qu'en fait, c'est juste, on rebaptise des aides que vous aviez en revenu universel. Ça vient bien en plus des prestations que vous pouviez percevoir. La question, c'est comment le finance-t-on ? Alors, pour un certain nombre de jeunes, le fait de toucher le revenu universel les fait basculer dans l'impôt là où ils ne le payaient pas avant. Mais bon, vous ne paierez jamais autant d'impôts que vous recevrez de revenu universel. Donc, il y aura là déjà une forme de participation à la solidarité qui me semble aussi importante. Mais oui, le but, c'est de donner de l'autonomie, de la capacité à pouvoir mieux maîtriser sa vie, ne pas subir les années qui sont celles précieuses de l'insertion, les moments où on fait des choix. Pareil, je prends un exemple, pour les étudiants. Il y a 600 000 emplois étudiants aujourd'hui. Il y a beaucoup d'étudiants qui aimeraient plutôt bosser leurs partiels et bosser leurs examens que d'être obligés de travailler pour pouvoir faire leurs études. Le revenu universel va libérer des centaines de milliers d'emplois étudiants. Emplois étudiants qui pourront être occupés cette fois-ci par des personnes peu ou pas qualifiées qui aimeraient rentrer sur le marché du travail. Donc en plus, ça libère de l'emploi. De surcroît, ça met de l'argent en circulation. Si vous avez, je ne sais pas quels sont vos âges respectifs, mais imaginez que vous touchiez demain le revenu universel d'existence. Quand vous avez un pouvoir d'achat faible et qu'on vous donne un revenu universel, qu'est-ce que vous faites avec ce revenu universel ? L'essentiel, vous le consommez, parce que vous avez des besoins de transport, des besoins de logement, des besoins d'habillement, des besoins de vous nourrir, des besoins de faire des recherches, de travailler, etc. Et tout ça, c'est un argent qui est remis dans l'économie, et donc en plus, ça musclera l'économie française. On passe à la question d'après, à un autre sujet. Maxime qui demande comment répondez-vous aux critiques face au 49.3 citoyen ? Alors, d'abord, je vais dire ce que c'est le 49.3 citoyen. Le 49.3 citoyen, c'est la possibilité pour 1% des personnes inscrites sur les listes électorales d'obtenir qu'un sujet soit obligatoirement discuté à l'Assemblée nationale, donc on impose qu'un débat ait lieu, ou alors, quand l'Assemblée a voté,
qu'il soit soumis à référendum pour être définitivement validé. L'inquiétude porte sur le fait que 450 000, ce serait facile à atteindre comme chiffre et que ça pourrait empêcher un gouvernement de réformer. D'abord, regardons les pays où ça existe. Suisse, Italie, ou un État comme la Californie. Ça n'a empêché aucun de ces gouvernements de mettre en œuvre des réformes de progrès social. On nous dit par exemple le mariage gay eût été impossible avec cela. L'union gay vient d'être votée en Italie. Elle n'a pas suscité de référendum. Pourtant, c'est un pays hautement bien plus conservateur que nous. Mais admettons que le référendum ait été proposé. Est-ce qu'on pense aujourd'hui que les politiques sont tellement en avance sur la société? Moi, je prétends que c'est le contraire. Je pense que le mariage gay aurait été adopté plus tôt si on avait laissé faire le peuple, qui est constant sur ces questions-là depuis longtemps, favorable au mariage gay et à l'adoption. Donc il y a une forme de condescendance d'une partie des élites à penser qu'elles sont plus éclairées que le peuple. Je vais prendre deux exemples. La PMA, aujourd'hui les Français y sont favorables pour toutes les femmes. Qui bloque? Les politiques. Donc si cette possibilité était donnée, je peux vous assurer que la PMA pour toutes les femmes, elle aurait été adoptée. Le droit à mourir dans la dignité, c'est-à-dire le droit à l'euthanasie, là aussi les Français y sont favorables. Qui bloque? Les politiques. Donc en réalité, aujourd'hui, on se sert d'un prétexte qui voudrait que le peuple serait en retard sur ses élites pour ne pas lui redonner du pouvoir. Moi, je prétends que la démocratie, elle doit respirer, et qu'aujourd'hui, ce n'est pas de trop de démocratie dont on souffre, mais de pas assez. Alors, précision, comme j'écoute les critiques, et qu'il me semble que certaines sont justifiées, nous encadrerons cette règle des 450 000 par deux, on va dire, réponses supplémentaires. Ce sera 450 000 donc, citoyens inscrits sur les listes électorales, et on peut imaginer qu'il y a un critère de représentation territoriale d'au moins la moitié des départements français, par exemple. Et ensuite, le référendum, s'il a lieu, pour qu'il soit valable, il faudra qu'on fixe un plancher de participation, pour pas qu'on se retrouve avec un référendum avec 7% de participants qui décident de remettre en cause une loi. Ça serait pas possible. Donc on fixera un plancher de participation significatif. Alors il y a Loïc qui pose une question sur le sujet qu'on abordait juste avant, qui vous demande comment vous comptez financer le revenu universel. Ah, j'adore cette question, c'est la meilleure. D'abord, je vous le dis, je vais y répondre très précisément. Mais le revenu universel, demandons-nous ce que ça nous rapporte. Ça crée des emplois puisque ça donne aux personnes le moyen de pouvoir négocier une réduction de leur temps de travail. Je m'explique. Si demain, je suis un salarié dans les abattoirs, dans l'agroalimentaire, je gagne 1 400 € par mois, plus 600. J'ai la possibilité de passer à temps partiel à 2 tiers temps avec un gain de pouvoir d'achat. Parce qu'en passant à 2 tiers temps, vous divisez 1 400 par 3, ce qui nous fait... qui nous fait 400. Ouais. Non, oui, d'accord. Bon, bref, vous avez compris. Bon, et en clair, vous gagnez du pouvoir d'achat. Donc, ça vous redonne de la capacité à négocier. Donc, ça libère du temps de travail qui sera évidemment occupé par ceux qui aujourd'hui sont au chômage et aspirent à travailler. Ça met de l'argent en circulation dans l'économie et en plus, ça éradique beaucoup plus sûrement la pauvreté. Pourquoi? Savez-vous par exemple que aujourd'hui en France, on fait des économies sur les pauvres? On a décidé qu'il y avait un minima social, ça s'appelle le RSA socle, 535 € par mois. Il y a des personnes qui sont éligibles, mais encore faut-il qu'elles en fassent la demande. Et on sait parfaitement, toutes les études le montrent, que quand une allocation n'est pas distribuée automatiquement, qu'elle repose sur la démarche des personnes pauvres, il y a toujours un bloc important de ces personnes pauvres qui ne demandent pas l'allocation à laquelle elles ont droit. Et aujourd'hui, un tiers des personnes éligibles au RSA ne le touchent pas. Eh bien, moi, je vais automatiser le revenu universel et en l'automatisant, on éradique beaucoup plus sûrement la pauvreté. Voilà ce que ça nous rapporte. Alors, combien ça coûte? Pas 1 € à l'État. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit d'un transfert de richesse. Vous décidez aujourd'hui, ce que je veux faire, d'observer où se situent les principaux gisements d'inégalités. Les inégalités de patrimoine, notamment de patrimoine financier, très peu ou très mal imposées aujourd'hui. Les transactions financières, la réallocation de crédits d'impôt comme le CICE ou le pacte de responsabilité mal utilisé puisqu'il ne crée pas d'emploi. La taxe sur les robots dont j'ai parlé, quand des robots remplacent des hommes, continue à créer des richesses, mais qu'on a économisé un salaire, comment fait-on payer le robot de façon à ce qu'il puisse contribuer à la protection sociale des hommes? Donc on fait du transfert de richesses. L'État ne joue qu'un rôle d'intermédiaire de confiance et il contribue étape après étape à permettre la montée en puissance du revenu universel. La première étape, c'est 45 milliards d'euros, l'équivalent du crédit d'impôt qu'on a fait pour les entreprises et des baisses de cotisations sociales. Donc on m'explique qu'on ne peut pas faire la même chose pour les pauvres
et les jeunes en France que ce qu'on a fait pour les entreprises pour créer en contrepartie quelques dizaines de milliers d'emplois. Mais parfaitement qu'on peut le faire. La question c'est, voulons-nous le faire ou pas? Donc c'est parfaitement à portée de main, ça ne désorganise en rien notre économie, c'est un choix politique, c'est voulons-nous le faire ou pas? Il y a ceux qui disent, parce qu'ils sont timides, parce qu'ils sont inquiets, ou parce qu'ils ne veulent rien bouger, oulala c'est impossible, mais je ne vois pas pourquoi l'énergie qu'ils ont mis à mettre 40 milliards sur la table pour la distribuer sans contrepartie aux entreprises, on ne pourrait pas la mettre à assurer demain un premier étage de la fusée revenu universel qui se consacre aux pauvres et aux jeunes. Autre question de Julie qui demande: envisagez-vous de revenir sur la réforme des collèges? Nous l'évaluerons. C'est une réforme qui a été beaucoup discutée. Il me semble qu'elle poursuit un bon objectif, c'est-à-dire l'égalité. Parce que l'école française est inégalitaire. La particularité de l'école, c'est qu'on a tous un peu un avis sur la meilleure manière d'éduquer les enfants, la meilleure manière de faire fonctionner l'école, le collège, le lycée. Et il y a autant de citoyens que de ministres il y a autant de ministres de l'Éducation nationale que de citoyens souvent sur ces questions. Donc on évaluera ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, mais moi je garde l'objectif. L'objectif qui doit favoriser davantage de travail en groupe, davantage d'égalité, la capacité à briser ce que sont finalement ces circuits qui existent dans l'éducation nationale où en choisissant la bonne option, on sait qu'on arrive dans le bon établissement qui vous permet en clair d'atterrir dans la bonne école ensuite. Donc il faut rompre avec cette situation où en primaire, au collège, au lycée, il y avait clairement des formes d'inégalité scolaire qui renforçaient les inégalités sociales. Donc j'en ferai une évaluation, mais je poursuis l'objectif d'une plus grande égalité. Donc vous voulez voir si cette réforme des collèges... Je regarderai là où... parce que je pense que toute réforme mérite d'être évaluée. Et j'écouterai les représentants des enseignants, j'écouterai les parents d'élèves pour voir de quelle façon cette réforme a atteint ou pas ses objectifs. Il me semble que c'est une bonne politique que de regarder si, là où la cible était la lutte contre les inégalités, la réforme touche à sa cible ou touche partiellement à côté ou carrément à côté. Il me semble qu'il y aura des choses sur lesquelles on peut l'améliorer, le cas échéant, et nous le ferons. Alors, une autre question qui nous est posée pendant ce live, Edouard qui demande, encore une question sur le revenu universel, quel sera l'impact sur les salaires dans les entreprises? Voilà une bonne question, celle que j'aurais aimé qu'on me pose hier au débat, mais on m'a fait un numéro de coup de bambou fiscal, on fait peur aux gens, etc., qui était à mon avis pas à la hauteur du débat. Bonne question, parce qu'il n'y a que de la théorie là-dessus. Il faut comprendre qu'avec le revenu universel, on met le pied dans un nouveau pilier de la protection sociale. On ne l'a jamais fait. Donc on ne sait pas ce que sera l'impact du revenu universel sur les salaires. Pourquoi? Parce que certains disent, écoutez, si je suis employeur, que je vous payais 1 400 euros, toujours pareil, vous allez toucher 600 euros en plus, attendez, moi je vais vous baisser vos salaires. Ça c'est la première thèse. La seconde, c'est quoi? Qui me paraît plus solide. C'est que dans les secteurs où l'emploi est peu ou pas qualifié, où les personnes ont envie de réduire leur temps de travail, pourquoi? Parce que le métier est pénible. Et qu'ils le peuvent dès lors qu'elles ont 600 euros en plus et qu'elles se disent, attends, je peux travailler moins, me consacrer davantage à mes enfants, à ma vie personnelle, en ne perdant pas de pouvoir d'achat, donc je suis incité à réduire mon temps de travail. Ça veut donc dire que selon la loi économique, l'offre de travail, celle que vous proposez vous, va diminuer dans des secteurs où on aura quand même besoin de gens pour travailler. Si l'offre de travail diminue, mais que la demande, celle des entreprises, reste la même, ça a comme conséquence, normalement, d'augmenter les salaires. Donc, dans certains secteurs, ça peut augmenter les salaires. Dans d'autres, ça peut conduire à de la modération salariale. En toute hypothèse, à la fin, ça reste quand même un gain de pouvoir d'achat pour les personnes et surtout la possibilité de faire circuler de l'argent dans l'économie et de redonner de la fluidité aujourd'hui à une économie française qui reste quand même très grippée malgré toutes les potions libérales qui lui ont été assénées depuis maintenant 10, 15, 20 ans et notamment dans les 5 dernières années. Clara qui demande, si vous êtes élu, comment imaginez-vous les relations avec la Russie, les États-Unis et la Grande-Bretagne? C'est une question très large. Je pense que pour commencer par les deux premiers, la Grande-Bretagne c'est à part, les deux premiers, Donald Trump et Vladimir Poutine, sont deux éléments d'instabilité. Et c'est totalement nouveau. Mais il crée une situation dont je pense qu'on peut sortir plus fort, les Européens. D'abord, les Américains. Ce qui est très fort dans les déclarations de Donald Trump, et je pense qu'il faut les prendre au sérieux, c'est qu'il dit qu'il veut se désengager de la protection militaire du continent européen, qui assurait notamment aux nouveaux États membres, c'est-à-dire aux États qui sont à la frontière orientale de l'Europe, la Pologne, les pays baltes, etc., un bouclier qui les rassurait. Ils se retrouvent, ces pays, dans la situation d'être plus exposés
à ce que sont les prétentions nouvelles de la Russie, dont on a vu qu'elle ne s'embarrassait pas d'annexer la Crimée, d'encourager une guerre dans le Donbass en Ukraine quand un gouvernement ne lui plaisait pas. Bref, donc avec une forte agressivité de la Russie à sa frontière, elle, occidentale. Nous sommes donc dans une situation où, prétention nouvelle de la Russie, désengagement des États-Unis, il faut repenser la sécurité et la défense de l'Europe. Cela se fait dans un contexte où justement les Anglais sont sortis de l'Union européenne et où il n'y a plus que la France à être membre de l'Union européenne et membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, et il n'y a plus que la France à disposer d'un outil de défense complet. Force aérienne, force navale, force terrestre et dissuasion nucléaire. Je pense qu'il faut à partir de cet outil proposer à nos partenaires européens de construire demain une stratégie qui soit une stratégie de défense qui s'appuie sur des projets industriels en commun, sur le développement des coopérations militaires, la réflexion sur la protection de nos frontières, la manière dont on projette des forces à l'étranger, la façon dont aussi on soustrait les dépenses de défense du calcul des déficits à la Commission européenne pour ne pas entraver la nécessaire modernisation de notre appareil de défense. Bref, on a là l'opportunité de nous resserrer autour d'une défense commune. Mais ce projet serait insuffisant si on ne réfléchissait pas à une autre question. La construction européenne n'avance que dès lors qu'elle a des projets en commun. Et la conversion écologique de notre économie, qui passe par une mutation et une transformation profonde de la manière dont nous produisons et consommons de l'énergie, là aussi, en lien avec le premier point, peut faire l'objet d'un nouveau traité, le traité de l'énergie, c'était Jacques Delors qui le souhaitait, un traité de l'énergie qui garantisse quoi? Aux États, une meilleure coopération entre eux, la façon dont on transforme de la production d'énergie par des usines sales, je pense aux centrales à charbon, ou qui rejettent des gaz à effet de serre, en passant aux renouvelables, et en s'assurant l'indépendance et la souveraineté énergétique. Quel avantage en lien avec le premier sujet? Aujourd'hui, un des principaux sujets d'inquiétude des pays qui sont à l'est de l'Europe, c'est de dépendre énergétiquement du gaz russe et de craindre qu'un jour Poutine ferme le robinet. Eh bien, il faut se mettre dans la situation où la conversion écologique de notre économie, la transition énergétique que nous organisons grâce à ce traité de l'énergie, redonne de la sécurité à tous les pays sur le plan énergétique, nous rendent moins dépendants de la Russie et nous mettent là dans la capacité de pouvoir être beaucoup plus forts au moment de faire face à ce qui pourrait être les prétentions territoriales, l'agressivité, l'impérialisme parfois de Poutine. Voilà ce que je voulais dire sur Donald Trump et Poutine. Que dire sur ce qui se passe en Grande-Bretagne? Moi, je suis pour qu'on garde évidemment des relations cordiales, fortes avec les Britanniques, il y a des coopérations nombreuses, mais on ne peut pas être un pied dans l'Europe avec les avantages de l'Europe, le grand marché, la libre circulation des biens et des marchandises. En gros, le marché européen reste totalement ouvert aux produits britanniques sans les inconvénients, c'est-à-dire la nécessité d'un budget européen, des règles du jeu communes. Donc moi je suis pour que la cassure se fasse, en tout cas que le Brexit soit un Brexit clair, net, et qu'il puisse y avoir à partir de là, de manière évidemment bienveillante, les conditions d'une coopération qui s'organise. Mais on ne peut pas avoir voulu le Brexit et demander aux Européens d'organiser les choses de façon à ce qu'on ait tous les avantages de l'Union européenne sans les inconvénients. Voilà, donc ce sera l'attitude que j'adopterai à l'égard des autorités britanniques, et je tiendrai ce langage de transparence et de vérité aux Français et au peuple britannique. Alors, tout autre sujet, une question sur les mutuelles. Hugo qui vous demande comment souhaitez-vous concilier le développement des mutuelles privées avec la sécurité sociale française pour ne pas créer une santé française à deux vitesses. Oui, j'anticipe vos questions. Vous l'avez lu avant, en fait, c'est ça? Non, j'ai pas lu, non, mais je me doutais que ça devait être ça. Excellente question. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la meilleure assurance santé, c'est la sécurité sociale. Qu'est-ce qu'elle rembourse mal? Les prothèses dentaires, les prothèses auditives, les lunettes, par exemple. Et il faut augmenter le niveau de remboursement de cela. Pour ça, il faut arrêter aujourd'hui de consacrer entre 4 et 6 milliards d'euros à des aides aux entreprises et aux professions libérales pour qu'elles distribuent des complémentaires santé. Je pense qu'il faut consacrer cet argent à améliorer le niveau des remboursements de ce qui est mal remboursé. Pour autant,
Aujourd'hui, les mutuelles, quand elles sont non lucratives, elles gèrent 2700 établissements de santé, maisons de retraite, hôpitaux, crèches. Et elles remplissent un rôle important puisqu'elles proposent ce qu'on appelle le tarif opposable, c'est-à-dire que voilà, vous êtes pris en charge totalement, il n'y a plus de reste à charge, et ce qui est quand même une prestation qui s'apparente à une forme de service public. Et donc moi je pense que ce dispositif est bon dès lors qu'on monte le rôle de la sécurité sociale et qu'on ne le fasse pas reculer. Tout ce qui conduit à transférer davantage de remboursement à la complémentaire santé vous amènera demain à être remboursé en fonction de vos moyens et non plus en fonction de vos besoins. Et là où nous aurions une santé à deux vitesses. Donc moi je préfère dire aujourd'hui que ce complément qui est celui des mutuelles privées non lucratives est utile, dès lors qu'en plus aujourd'hui elles ont des politiques qui sont des politiques précieuses sur le terrain de couverture territoriale en matière d'établissement de santé ou de prise en charge des personnes âgées, mais qu'à côté, il faut avoir une sécurité sociale qui soit consolidée, c'est-à-dire qu'elle rembourse mieux l'assurance maladie qu'elle ne rembourse aujourd'hui. J'insiste, prothèse auditive, 1 million de malentendants ne sont pas appareillés aujourd'hui, prothèse dentaire qui coûte trop cher, et lunettes. J'avais déjà bossé comme ministre de la Consommation pour contribuer aux baisses du tarif des lunettes. La baisse des tarifs des lunettes, là aussi, il faudra poursuivre l'effort. Une autre question de Clément. Que souhaitez-vous mettre en place pour favoriser le renouvellement de la classe politique ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses déjà continuent à progresser dans la parité, ce qui me paraît être une évidence, mais surtout, moi, je propose le non-cumul des mandats dans le temps. C'est-à-dire qu'on puisse. Aujourd'hui, on a non-cumul d'une fonction exécutive et d'un mandat parlementaire. Moi, je propose qu'on limite dans le temps. Il faudra qu'on en discute 2 ou 3 mandats. Là aussi, c'est une question importante. Mais plus on organise ce non-cumul, plus on opère la rotation ou la mobilité sur ces postes. Et en même temps, il ne faut pas que cette mobilité, cette rotation se fasse à l'intérieur du même groupe toujours aussi. Donc le gros enjeu, il est aussi de doter les élus d'un statut qui leur permette, quand ils travaillent par exemple dans le secteur privé, quand ils ont une vie professionnelle, de ne pas tout perdre les avantages de leur vie professionnelle dès lors qu'ils feraient le choix de l'engagement citoyen et d'un mandat. Donc cette question, elle est centrale parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient s'engager bien davantage, mais qui ne le font pas à raison des droits qu'elles perdraient si elles s'engageaient et qu'elles devaient remettre en cause une grande partie de leur travail. Alors, Lydie qui vous demande comment souhaitez-vous intégrer plus de concertation des citoyens dans les prises de décision gouvernementales ? Le bon exemple, c'est la loi numérique d'Axel Lemaire. Elle fait une loi, il y a 5 articles qui ont été écrits par les internautes citoyens. Il y a 11 articles de sa loi, par les concertations qu'elle a mises en œuvre, qui ont été modifiés avant même que le texte soit déposé par les citoyens. Ça, c'est le bon exemple. C'est la cofabrication de la loi. C'est-à-dire qu'on prend des textes importants, et on organise une concertation sous des formes qui sont facilitées aujourd'hui grâce aux nouvelles technologies, où les internautes, qui sont des citoyens, contribuent à participer à des forums, à des espaces de discussion pour dire « Attendez, moi je pense que l'impact sera ça, etc. » Donc on cofabrique la loi. Et ça, c'est le bon exemple là où aujourd'hui, on voit par exemple sur Notre-Dame-des-Landes, quand on fait une enquête publique, on a l'impression qu'on est plus sur une formalité administrative que sur une vraie concertation. Après, sur le terrain, sur tous les grands travaux d'infrastructure, il faut qu'on imagine les formes de délibération qui garantissent que les citoyens soient informés des projets qui existent quand ce sont des grands projets structurants et qu'ils puissent avoir leur mot à dire sur d'abord la pertinence du choix d'infrastructure, mais ensuite les aménagements nécessaires autour, parfois le choix de ce qui peut être l'habillage paysager de ces infrastructures. Bref, il y a plein de projets. Est-ce qu'on fait une unité de production énergétique locale ? Est-ce que toutes ces questions-là méritent des délibérations. Et moi, je pense que dans ce domaine-là, on a des progrès considérables à faire parce que la démocratie respire souvent en dehors des institutions et des lieux où se prennent les décisions. Et il y a ah oui, merci, mon collaborateur qui me rappelle ça. Non, mais le budget participatif, c'est dans le projet. Il y a un très bon exemple de ce qui se fait à Paris, où une part du budget est participative. C'est-à-dire que les citoyens proposent des projets, ils sont sélectionnés, on voit si ils sont réalisables, et ensuite on fait voter. Et moi, je veux qu'il y ait un chapitre du budget de l'État qui fasse l'objet de discussions comme celle-là, c'est-à-dire qu'on se dise, d'abord on enregistre une phase où on enregistre des projets, on voit avec les administrations compétentes ce qui relève du faisable et pas, ce qui juridiquement au regard d'engagements internationaux de la France est faisable ou pas, ce qui est contradictoire ou pas avec les traités européens par exemple, et ensuite on construit les projets,
Une fois les projets construits, ils sont soumis au vote et les citoyens votent. Et le budget participatif, une fraction du budget de l'État, est consacré donc à des projets qui seront inspirés par les citoyens. Merci pour la participation. Vous devriez le filmer de Raphaël, qui m'a beaucoup aidé sur ce coup-là. On le voit dans le... Hein? Bon, voilà, c'était la dernière question. Merci d'avoir répondu à toutes les questions des personnes qui nous regardent. Merci pour Merci vos à commentaires. Et je vous rappelle donc que Benoît Hamon est l'un des candidats de la primaire de la gauche, dont le premier tour est ce dimanche. Troisième anecdote, on a fait un Facebook Live qui marchait pas du tout à l'heure. On a parlé pendant 1h30 et pour rien. Non, je blague. Non, ça a duré 2 secondes, mais voilà, petite redite. Merci beaucoup, à très vite.